Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Le président chinois Xi Jinping et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont renforcé leur coopération, évoquant notamment infrastructure et pétrochimie. Cet entretien faisant suite à une visite d'État de Tebboune en Russie s'est soldé par la signature de plusieurs accords bilatéraux. Hier, le président chinois Xi Jinping a reçu le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'une cérémonie de bienvenue organisée dans le Grand Hall du Peuple à Pékin. La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a indiqué qu'après la cérémonie, Xi et Tebboune ont tenu une réunion au cours de laquelle ils ont convenu d'approfondir la coopération dans des domaines tels que les infrastructures, la pétrochimie, les minéraux et l'agriculture. Selon CCTV, après la réunion, la Chine a signé une multitude d'accords bilatéraux avec la nation africaine dans des domaines tels que la science et la technologie, les télécommunications, le développement urbain durable et le commerce. L'Algérie revêt une importance stratégique pour la Chine en raison de sa situation sur la mer Méditerranée. Les relations entre Pékin et le Front de libération nationale au pouvoir remontent à la fin des années 1950, lorsque le pays d'Afrique du Nord cherchait à obtenir son indépendance de la France. Avec des investissements chinois croissants depuis 5 ans en Algérie, la Chine est en passe de supplanter la France dans son partenariat économique avec l'Algérie. Tebboune est arrivé à Pékin après une visite d'État en Russie le mois dernier, au cours de laquelle il a également demandé au président russe Vladimir Poutine de soutenir l'adhésion de l'Algérie au BRICS, le groupe de marchés émergents comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Selon une déclaration conjointe sino-algérienne publiée mardi, la Chine a salué le désir de l'Algérie de rejoindre les BRICS et soutient ses efforts pour atteindre cet objectif. Le gouvernement britannique a remporté un vote décisif sur le projet de loi sur l'immigration illégale après que les changements recommandés par la Chambre des Lords ont été rejetés. Cela signifie que le projet de loi est passé. Entre-temps, l'embarcation accueillant les personnes entrées dans le pays et en attente d'une décision sur leur statut d'immigrant est arrivée dans le comté du Dorset, dans le sud-ouest de l'Angleterre. BB Stockholm, une barge destinée à héberger 500 demandeurs d'asile, est arrivée au port de Portland mardi matin. La proposition du gouvernement d'utiliser la barge pour héberger les immigrants a maintenant 1 mois de retard sur les prévisions. De groupes de manifestants se sont rassemblés dans le port à l'arrivée de la barge. L'un d'entre eux s'oppose au projet d'hébergement des demandeurs d'asile dans la barge. Les résidents locaux, quant à eux, protestent contre la décision de faire accoster la barge sur l'île de Portland. L'arrivée de la barge a eu lieu après une nuit de drame au Parlement. Le gouvernement britannique a repoussé 5 changements supplémentaires demandés par la Chambre des Lords pour le projet de loi sur l'immigration illégale. Au moins un autre vote a été abandonné face aux victoires du gouvernement. Le ministre britannique de l'immigration Robert Jenrick s'est adressé à la Chambre des communes avant le vote des députés. Monsieur le Président, cette Assemblée a renvoyé à la Chambre des Lords les 20 amendements qu'elle a déposés sur le projet de loi, dont un grand nombre ne faisait qu'enfoncer un coin dans le tissu de la législation. Nous avons proposé des amendements raisonnables lorsqu'il était judicieux de le faire. Il est pour le moins décevant que certains d'entre eux aient été rejetés. Le projet de loi sur l'immigration illégale est un élément clé de la tentative du Premier ministre Rishi Sunak de dissuader les gens de faire le dangereux voyage à travers la Manche à bord de petites embarcations. Les réformes empêcheront les personnes de demander l'asile au Royaume-Uni si elles arrivent par des moyens non autorisés. Le gouvernement espère également que ces changements garantiront que les personnes détenues seront rapidement renvoyées, soit dans leur pays d'origine, soit dans un pays tiers tel que le Rwanda. Jenrick a déclaré que la Chambre des communes avait voté 18 fois en faveur du projet de loi. La question qui se pose maintenant à la Chambre est de savoir si les opinions clairement exprimées par cette Chambre, la Chambre élue, non seulement lors des votes de la semaine dernière, mais aussi lors de l'adoption antérieure du projet de loi, doivent prévaloir. Nous pensons que l'inaction n'est pas une option, que nous devons arrêter les bateaux et que ce projet de loi est un élément clé de notre plan pour y parvenir. Cette décision marque la fin brutale du bras de fer parlementaire sur les réformes phares qui menaçaient de se prolonger jusqu'à la fin de l'été. La fin de l'impasse entre la Chambre non élue et les députés ouvre la voie à la sanction royale du projet de loi. Le projet de loi fait actuellement l'objet d'un recours en justice. Et passons maintenant aux États-Unis avec de nouvelles révélations sur le docteur Anthony Fauci. Le principal conseiller du président Biden en matière de Covid-19 aurait su que le laboratoire chinois financé par les États-Unis menait des expériences risquées.
malgré ses dénégations antérieures et sa minimisation de l'allégation. Un courriel envoyé par Fauci en 2020 faisait référence aux expériences de gain de fonction du laboratoire de Wuhan. Il a écrit, je cite, « On soupçonnait que cette mutation avait été insérée intentionnellement ». Fauci a ajouté que des scientifiques de l'université de Wuhan étaient connus pour avoir travaillé sur des expériences de gain de fonction. La sous-commission de la Chambre des représentants sur la pandémie de coronavirus a obtenu et publié la lettre. Lors d'une audition du Congrès en octobre 2021, Fauci a nié que l'étude du laboratoire de Wuhan sur le virus de chauve-souris était une étude de gain de fonction, ajoutant que les États-Unis ne finançaient pas ce type de recherche. Une autre révélation concerne la sécurité financée par le contribuable américain dont Fauci bénéficie, bien qu'il ait pris sa retraite en décembre dernier. Des dossiers obtenus par l'émission Prime Time de Jesse Watters sur Fox News révèlent que l'ancien conseiller médical en chef de la Maison-Blanche bénéficie toujours des services de sécurité des US Marshals. Lors d'une visite en février, les US Marshals ont envoyé un courriel à la Maison-Blanche concernant les problèmes de stationnement de Fauci. Dans un autre courriel, les US Marshals ont répondu à 3 personnes au sujet de communications inappropriées concernant Fauci. Et un agent spécial du FBI récemment retraité a confirmé les récentes déclarations des lanceurs d'alerte de l'IRS, les impôts américains, dans une interview retranscrite lundi. Il s'agit d'allégations d'ingérence et de traitement spécial dans le cadre d'une enquête fiscale criminelle sur Hunter Biden. L'entretien s'est déroulé à huis clos devant la commission de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la responsabilité. Le président de la commission, James Comer, a publié une déclaration après l'entretien. Le député estime que le traitement de l'affaire par le ministère de la Justice révèle un système judiciaire à 2 vitesses. L'ancien agent du FBI affirme qu'il a été chargé d'interroger Hunter Biden dans le cadre d'une enquête fiscale criminelle avec le lanceur d'alerte de l'IRS Gary Shapley en décembre 2020. Mais l'entretien n'a jamais eu lieu, car le siège du FBI aurait prévenu l'équipe de transition de Biden et les services secrets de ce projet. Comer dit que cela a frustré les efforts d'investigation, parce que ceux qui n'avaient pas besoin d'être au courant l'ont été. L'ancien agent n'a pas encore été nommé. Il a déclaré au Congrès que Shapley et lui n'avaient pas été autorisés à s'approcher de la maison de Hunter Biden et qu'ils avaient dû attendre à proximité que Hunter les contacte. L'ancien agent spécial du FBI a déclaré aux enquêteurs de la commission que c'était la première fois qu'on lui demandait d'attendre à l'extérieur que le sujet d'une enquête le contacte. Shapley et un autre lanceur d'alerte de l'IRS devaient témoigner aujourd'hui devant le Congrès. La transcription du témoignage de l'ancien agent du FBI pourrait être publiée dans le courant de la semaine. Des vagues de chaleur se sont abattues sur une partie de l'Europe ces derniers jours, ainsi que sur une partie de l'Asie et des États-Unis. Hier, la ville de Séville, dans le sud de l'Espagne, a souffert en traversant sa 3e vague de chaleur de l'été. L'agence météorologique espagnole a prévenu que les températures pourraient atteindre 44 degrés Celsius et a déclaré que la vague de chaleur devrait durer jusqu'à demain. Les habitants et les animaux ont été évacués à Pournari, en Grèce, alors qu'un incendie de forêt démarré lundi s'est propagé mardi de manière incontrôlée dans les forêts au nord d'Athènes, après s'être intensifié pendant la nuit. Une 2e vague de chaleur est prévue pour la fin de la semaine. La canicule en Europe ne s'arrête pas là. Les autorités italiennes recommandent aux habitants et aux touristes de rester à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes. Pendant ce temps, les équipes de la Croix-Rouge s'assurent du bien-être des personnes qui vivent seules ou qui sont sans abri. Les Italiens s'apprêtent à affronter des températures records. Les météorologues ont annoncé que les températures pourraient atteindre les 40 degrés Celsius dans plusieurs villes et 42 à 43 degrés dans la région du Latium qui comprend Rome. L'île méditerranéenne de Sardaigne pourrait connaître des températures maximales de plus de 47 degrés. Devant le Colisée, des membres de la protection civile offrent de l'eau et des brochures d'information aux touristes en difficulté. Le responsable de l'unité nationale d'intervention de la Croix-Rouge du pays a déclaré avoir reçu davantage d'appels de personnes cherchant de l'aide en raison de la chaleur. Environ 20 à 25% de plus que d'habitude, et c'est parce que de nombreuses personnes, principalement des personnes âgées ou des personnes seules, sont dans le besoin. Certains besoins sont courants, mais cela nous permet aussi de trouver d'autres besoins qui sont habituellement cachés. Outre les personnes restées seules à la maison, des centaines, voire des milliers d'autres sont sans abri et doivent faire face à la chaleur par leurs propres moyens.
Au coucher du soleil, les équipes de la Croix-Rouge italienne amènent des bouteilles d'eau supplémentaires dans le centre-ville de Rome, à la recherche de personnes susceptibles d'avoir besoin d'aide. Dans la capitale, de nombreuses fontaines publiques offrent au moins une chance de se rafraîchir. Mais pour les sans-abri, la chaleur pourrait se traduire par une toilette plus rare et davantage de maladies. La chaleur entraîne une série d'autres problèmes. Les gens ont, par exemple, des problèmes de peau plus graves. Ils souffrent davantage de fatigue, ils sont plus faibles. Il leur est plus difficile de tout faire. Timio est sans logement depuis plusieurs années et n'a ni revenus ni parents vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Des volontaires de la Croix-Rouge lui apportent du thé froid et des vêtements, ainsi qu'à d'autres sans-abri qui dorment dans une rue proche d'une attraction touristique du centre-ville. Aux heures les plus chaudes, je monte dans un bus ou dans le métro. J'essaie de prendre celui qui a l'air conditionné et je fais plusieurs fois le tour. Puis plus tard dans l'après-midi, vers 16 h, j'essaie d'aller dans un parc pour me mettre à l'ombre. Le ministère italien de la Santé invite les régions à renforcer les services de garde à domicile afin que les personnes âgées et vulnérables n'aient pas à sortir lorsqu'elles ont besoin de soins médicaux et à mettre en place dans les hôpitaux des stations de soins spécialisées pour traiter les cas d'urgence. Et un nouveau téléphérique permet aux visiteurs de passer de la Suisse à l'Italie, près du mont Cervin. Ce nouveau service permet d'accéder à l'un des plus célèbres sommets alpins. Andrew Thomas de NTD nous donne des détails sur ce nouveau système de transport. Le nouveau téléphérique baptisé Matterhorn Glacier Ride 2 est officiellement ouvert. Il relie la station du Petit Cervin à la vallée de la Tête Grise, à près de 3900 mètres d'altitude. Nous pouvons dire que ce téléphérique est le premier du genre à relier les deux pays sans avoir à skier. C'est un autre exemple de développement de notre lieu et aussi de Zermatt et de notre volonté de nous faire connaître dans le monde entier. Il permet aux visiteurs de passer de la Suisse à l'Italie, près de la célèbre montagne du Cervin. Les cabines mettent environ 4 minutes pour parcourir le kilomètre qui sépare les deux pays. Vous pouvez admirer un panorama magnifique. On peut voir les 3 faces du Cervin, le sud, l'est et le nord. Je pense donc que c'est une expérience unique. Nous devons commencer à penser qu'il ne s'agit pas simplement d'un trajet en téléphérique, mais d'une expérience. Le téléphérique peut transporter jusqu'à 1300 passagers par heure, et c'est un succès auprès des touristes. Nous venons des Pays-Bas. C'est incroyable qu'à cette altitude, on puisse marcher dans la neige en été. C'est incroyable. C'est une expérience formidable. J'ai pris tous les moyens de transport pour venir ici et c'était une expérience incroyable et sans faille. J'ai pu voir toutes les vues qui s'offraient à moi. C'était vraiment à couper le souffle. Je m'en souviendrai toute ma vie. Les 2 stations sont désormais reliées 11 mois par an, mais tout le monde ne trouve pas l'idée géniale. Le club alpin italien s'inquiète de l'impact environnemental du projet. Ce type de construction crée des problèmes majeurs pour l'environnement de la montagne parce qu'il transporte beaucoup de personnes. L'impact d'un grand nombre de personnes dans un environnement fragile et délicat comme celui de la montagne a certainement un impact problématique sur celui-ci. Un aller-retour en téléphérique coûte 240 € jusqu'à la fin du mois d'août. Andrew Thomas, NTD Actualité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Taiji, le vrai Kung-Fu chinois. Sous la dynastie de Ming, vivait un vieil homme, très maigre, qui s'appelait Zhang Songxi. C'était un grand maître de Kung-Fu. On raconte que même un moine Shaolin n'aura pas été capable de faire un seul mouvement contre Zhang Songxi. Avec un simple geste de la main, il aurait pu projeter le moine Shaolin comme un missile. Alors, quel genre d'arts martiaux pratiquait-il? C'est le Taiji Quan,
Le Taiji Quan, vous voudrez peut-être poser des questions sur le Taiji. Est-il possible que le Taiji soit si puissant? De nos jours, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le Taiji dans les parcs, dans le but de soigner leurs maladies et de se maintenir en bonne santé. Mais quel est le rapport avec le combat? Cette pratique permet-elle d'engager un combat? En effet, les principes d'esprit du Taiji ont disparu avec le temps. Les gens d'aujourd'hui apprennent les mouvements du Taiji comme s'ils apprenaient des mouvements de gymnastique, mais ils ne connaissaient pas la loi du cœur du Taiji. Alors c'est justement le fondement du Taiji. Avant de parler de la loi du cœur, commençons par présenter Zhang Sanfeng, le fondateur du Taiji. Selon la légende, Zhang Sanfeng est un taoïste qui a vécu 211 ans. Traversant les dynasties Song, Yuan et Ming, il est souvent cité dans les romans d'arts martiaux comme le fondateur de l'école taoïste Wudang. Mais sa vie réelle est bien plus fascinante qu'un roman d'arts martiaux. Dans l'histoire, Zhang Sanfeng était ce qu'on appelle une floraison tardive. À l'âge de 30 ans, Zhang Sanfeng quitta sa femme et ses enfants pour aller à la recherche de l'immortalité et du Tao, voyageant dans des montagnes célèbres et des temples anciens. Or, à l'âge de 67 ans, il n'avait toujours rien trouvé. Son corps commençait à vieillir et il était désemparé. Que faire? Un soir, il allumait une tige d'encens pour supplier les divinités de lui donner des indications. La fumée de l'encens lui indiqua qu'il devait aller à la montagne Zhongnan. En l'an 1314, Zhang Sanfeng se mit donc en route en direction de la montagne Zhongnan. Là, un maître taoïste nommé Huolong, dragon de feu, l'attendait. Lorsque Zhang Sanfeng l'aperçut, il fut envahi d'une émotion forte. Qui était ce taoïste dragon de feu? Personne ne le connaissait. Les gens savaient seulement qu'il était un immortel très ancien. Après sa rencontre avec le taoïste dragon de feu, Zhang Sanfeng reçut les véritables enseignements du Tao. C'est à ce moment-là il créa le fameux Taiji Quan, dans la montagne Wudang qui se situe au centre de la Chine. Après la création du Taiji, Zhang Sanfeng a pu commencer à se servir de cette pratique. Un jour, il entra en confrontation avec une centaine de voleurs. En voyant un vieil homme de 80 ans, les voleurs le crurent faible et vulnérable. Or, ils ne s'attendaient pas à ce que ce vieil homme le mette l'un après l'autre à terre, à main nue. Ils le tombèrent un par un. Voilà la puissance que peuvent avoir les arts martiaux internes. En fait, les arts martiaux chinois se divisent en arts martiaux externes et internes. Les arts martiaux externes sont représentés par le Kung Fu de Shaolin, mondialement connu. Le Shaolin Kung Fu est fort et puissant, principalement utilisé pour combattre. Cependant, les arts martiaux internes sont complètement différents. Les mouvements sont doux, lents et arrondis. Le pratiquant se concentre sur le contrôle du mouvement par l'immobilité. Il se doit de vaincre la force par la douceur. C'est l'état ultime de l'excellence. Un descendant de Zhang Sanfeng, Huang Baijia, a dit dans son livre Les arts martiaux internes, je cite, « Zhang Sanfeng maîtrise lui-même l'essence du Kung Fu de Shaolin. Or, le Taiji est totalement à l'opposé du Shaolin Kung Fu. C'est une pratique interne. Il suffit de comprendre une toute petite partie du Taiji pour surpasser le Kung Fu de Shaolin. Mais comment expliquer que Taiji soit si puissant? Les mouvements de Taiji sont doux, lents et arrondis. Mais en réalité, quelle que soit la vitesse de l'adversaire, vous le précédez toujours, de façon tangible ou intangible, remplie de mystère. Dans un poème de Zhang Sanfeng,
il est expliqué que la victoire n'est pas une question de rapidité ou de lenteur. Le tai chi a la capacité de développer des pouvoirs supranormaux. Selon le livre de méditation, le tai chi engendre deux formes, yin et yang. Les deux formes engendrent 4 phénomènes. Les 4 phénomènes engendrent Trikram, ciel, terre, tonnerre, vent, feu, eau, montagne, marais. Et les Trikram engendrent 64 hexagrams. En résumé, le tai chi est l'origine de toute chose. Tout ce qui existe dans le monde vient du tai chi. Zhang Sanfeng a donné le nom de tai chi à sa méthode. Il a une signification très profonde. Il contient une intelligence céleste. Ce n'est pas un simple kung-fu ordinaire, mais un pouvoir paranormal développé par la cultivation interne. Dans la Chine antique, on l'appelait pouvoir divin. Aujourd'hui, on l'appelle pouvoir surnaturel. Comprenez-le bien. C'est la pensée qui ordonne à ces pouvoirs de tai chi d'agir dans une autre dimension. Les mouvements sont doux, lents et arrondis en apparence, mais ils sont aussi rapides que la vitesse de la pensée. La personne qui pratique tai chi n'a pas forcément beaucoup de force, mais elle est capable de vaincre l'adversaire sans effort physique. Avec très peu de force, un pratiquant de tai chi peut faire dévier un grand proie de sa trajectoire. Personne ne peut battre le tai chi en combat, mais l'essence du tai chi est qu'il est nécessaire de faire une cultivation à la fois interne et externe. La pratique du tai chi permet non seulement de combattre, mais elle donne également la longévité et peut même conduire à l'immortalité. L'essentiel de la cultivation interne est de cultiver l'esprit et le cœur. Par exemple, il est important d'être bon, de penser d'abord aux autres, d'être capable de renoncer à l'esprit de compétition ou au désir de se faire valoir. Plus tard, Zhang Sanfeng quitta la montagne Wudang et partit errer dans le monde. C'est à ce moment-là que le tai chi a été transmis au peuple. Cette méthode d'arts martiaux a de hautes exigences en ce qui concerne le niveau de spiritualité et de moralité. Elle doit être transmise par le maître en personne, oralement et mentalement. Le taoïsme ne parle pas du tout de salut des êtres. L'école taoïste, elle, préconise de cultiver l'authenticité et de nourrir sa vraie nature. Cultiver à la fois l'esprit et le corps. Grâce à la pratique de mouvements, forger des pouvoirs divins et des techniques prodigieuses. L'école taoïste s'est transmise à un seul disciple de génération en génération. Très peu de gens en réalité peuvent obtenir les vrais enseignements. La loi du cœur du tai chi a été perdue lorsqu'elle a été transmise à Huang Baijia, un maître d'arts martiaux au début de la dynastie Qing, car il n'a pas pu trouver de successeur approprié jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, il existe de nombreuses écoles de tai chi et de nombreux pratiquants. Et pourtant, il est difficile de trouver un vrai héros qui soit invincible comme Zhang Sanfeng. Alors, que reste-t-il du tai chi aujourd'hui? Le tai chi transmis actuellement n'a plus grand-chose à voir avec celui du grand maître Zhang Sanfeng. D'ailleurs, les gens ne connaissent plus le lien entre le tai chi et la cultivation interne. Ils ne savent pas que le succès d'un combattant dépend de la loi du cœur. Il y a aussi des gens dans la société qui ont changé les mouvements du tai chi à leur guise. Cela montre qu'ils ne comprennent pas la véritable signification du tai chi. Même si le tai chi présente encore certains avantages en matière de santé et de défense, il ne fait pas preuve d'une grande puissance. Il n'y a aucun moyen d'atteindre ce que son fondateur Zhang Sanfeng a conçu pour cultiver l'authenticité et pour nourrir sa vraie nature, éveiller sa grande sagesse et élever son
état d'esprit. Il est regrettable que le Taiji véritable se soit perdu dans le monde d'aujourd'hui. Sa gloire passée restera cependant toujours dans notre mémoire. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Ying. Merci d'avoir regardé cet épisode et à très bientôt. Trump fait face à de nombreuses critiques pour avoir prétendument mal géré des documents classifiés. Avait-il le droit de les déclassifier? C'est ce que pense Trump, mais la réalité est un peu plus compliquée. Bienvenue dans l'émission Amérique dévoilée, je m'appelle Chris Chappell. Dans un épisode précédent, j'ai expliqué comment Trump a été inculpé une deuxième fois pour sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés. Si vous voulez en savoir plus sur l'acte d'accusation lui-même, je vous propose un lien ci-dessous. Mais l'inculpation de M. Trump a soulevé de nombreuses questions quant à son pouvoir de déclassifier des informations. M. Trump affirme qu'il en a le pouvoir. À l'époque où le FBI a saisi des documents dans sa résidence de Mar-a-Lago, il a déclaré à Sean Hannity, animateur de Fox News: « Si vous êtes le président des États-Unis, vous pouvez déclassifier en disant simplement que c'est déclassifié. » Même en y pensant et en étant interrogé sur le processus de déclassification. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un processus d'après ce que je comprends. L'acte d'accusation de M. Trump dépeint toutefois un tableau assez sombre lorsqu'il admet sur un enregistrement qu'il a gardé secrètes des informations militaires qu'il n'a pas déclassifiées. Selon les transcriptions audio, M. Trump a déclaré: « Vous voyez, en tant que président, j'aurais pu les déclassifier. » Mais il a ajouté: « Maintenant, je ne peux pas, vous savez, mais c'est toujours un secret. » Certains républicains, comme le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, soutiennent néanmoins M. Trump. Ils soutiennent qu'il a le pouvoir de déclassifier grâce à la Constitution et à l'affaire Navy v. Egan de 1988. La règle est claire, la référence est Navy v. Egan, une affaire de 1988, une décision unanime de la Cour suprême, dont le juge Blackmun a écrit l'opinion et qui dit que la capacité du président à classifier et à contrôler l'accès aux informations relatives à la sécurité nationale découle de la Constitution. C'est lui qui décide, il est le seul à décider, il a dit qu'il avait déclassifié ce matériel, il peut le mettre où il veut, il peut le traiter comme il l'entend. C'est la loi, c'est la règle. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il fallait penser des commentaires enregistrés de M. Trump sur l'impossibilité de déclassifier des informations, Jim Jordan a éludé la question en insistant sur le fait que l'acte d'accusation était politiquement chargé. Il faut aimer les politiciens qui se contentent de parler d'un sujet secondaire pour éviter de répondre directement à une question qu'ils n'aiment pas. L'argument de Jim Jordan tient-il la route? Accrochez-vous, car contrairement à Jim Jordan, nous abordons cette question de front. L'article 2 de la Constitution américaine désigne le président comme commandant en chef de l'armée américaine. L'arrêt de la Cour suprême cité par Jim Jordan, Navy v. Egan, indique que l'autorité du président en matière de classification et de contrôle de l'accès aux informations relatives à la sécurité nationale découle de cette clause de la Constitution américaine. Mais il convient d'abord de se replacer dans le contexte. L'affaire Navy v. Egan concernait un employé nommé Thomas Egan, qui s'était vu refuser une habilitation de sécurité nationale par la marine américaine. L'un des éléments de l'affaire affirmait les pouvoirs constitutionnels du président américain de protéger les informations classifiées au nom de la sécurité nationale, et que son administration avait un intérêt impératif à ne pas divulguer à Egan des informations relatives à la sécurité nationale. Dans le contexte, il s'agissait donc de la rétention d'informations relatives à la sécurité nationale auprès d'individus, et non de la question de savoir si le président des États-Unis pouvait faire ce qu'il voulait avec des documents relatifs à la sécurité nationale. Pour être clair, tout le monde s'accorde à dire que le président dispose d'une large autorité pour déclassifier des documents. PolitiFact estime que le président est en mesure de déclassifier pratiquement n'importe quoi. Et le New York Times estime que le président peut le faire directement. La question est de savoir quelle procédure, s'il y en a, le président doit suivre pour rendre la déclassification officielle. Certains affirment que l'arrêt de la Cour suprême de 1988 et la Constitution américaine autorisent le président des États-Unis à traiter les informations relatives à la sécurité nationale comme il l'entend. Mais d'autres ne sont pas d'accord. Nombreux sont ceux qui évoquent une affaire judiciaire de 2020 dans laquelle le New York Times a tenté d'obtenir des détails de la CIA après l'un des tweets de M. Trump. Le deuxième circuit a statué dans cette affaire que la déclassification, même par le président, doit suivre les procédures établies.
L'American Bar Association affirme que c'est la preuve qu'une procédure formelle est nécessaire pour que les agences gouvernementales sachent avec certitude ce qui a été déclassifié et les décisions mémorisées. Est-ce vrai? J'y reviendrai après la pause. Je vous souhaite la bienvenue. Alors Trump peut-il déclassifier n'importe quoi à n'importe quel moment ou doit-il suivre une procédure? Certains évoquent l'affaire du New York Times contre la CIA en 2020 qui a statué que la déclassification, même par le président, doit suivre les procédures établies. Mais il y a beaucoup de malentendus à propos de cette affaire. Il convient tout d'abord d'examiner un élément cité dans l'affaire, le décret 13526 de 2009 du président Barack Obama. C'est la partie que les partisans de Trump risquent de trouver décevante. Il prescrit un système uniforme de classification, de sauvegarde et de déclassification des informations relatives à la sécurité nationale. Le décret d'Obama stipule explicitement que le président est une autorité de classification initiale, ce qui signifie qu'il peut décider seul si une information doit être classifiée. Mais lorsqu'il s'agit de déclassifier des informations, le décret n'a jamais mentionné spécifiquement le président comme étant habilité à le faire. En fait, il existe des limitations. La section 3.1 du décret stipule que les informations doivent être déclassifiées ou déclassées par le fonctionnaire qui a autorisé la classification initiale. Si ce fonctionnaire occupe toujours le même poste et possède l'autorité de classification initiale, ainsi que par les successeurs et les personnes habilitées par l'agence d'origine. Le premier point est pertinent pour notre article sur Trump. Ce serait une chose si Trump avait déclassifié des informations pendant qu'il était en fonction et qu'il avait ensuite ramené ces documents chez lui. Mais si ce n'est pas lui qui a classifié les informations à l'origine, il ne serait pas autorisé à les déclassifier à la fin de sa présidence. Du moins en vertu du décret d'Obama. Le décret 13526 donne au président une large autorité en matière de classification et suggère la possibilité d'une large autorité présidentielle en matière de déclassification dans certaines circonstances. Mais il ne prévoit pas explicitement une telle autorité. En d'autres termes, il n'y a pas de baguette magique pour déclassifier les documents en un clin d'œil. Au lieu de cela, le décret fait référence à la consultation préalable des agences de renseignement. On ne sait pas si M. Trump a consulté la communauté du renseignement pour déterminer s'il était dans l'intérêt du public de déclassifier les documents qu'il détenait. Si vous êtes déçu par tout cela, ne vous inquiétez pas. Il est maintenant temps de décevoir tous les autres. N'oubliez pas que recommander des procédures n'est pas la même chose que les exiger. Le décret indique simplement qui peut déclassifier des informations et quelles sont les conditions à remplir. Mais il ne décrit aucune procédure de déclassification. Alors que les agences individuelles et le Bureau de supervision de l'information et de la sécurité ont élaboré des règles supplémentaires sur la manière dont la déclassification doit être effectuée. Aucune de ces procédures ne s'applique au président. En d'autres termes, les limites du décret sont essentiellement des contraintes que le président américain, fort de son autorité constitutionnelle, pourrait tout simplement ignorer. Même les experts juridiques de la communauté du renseignement le reconnaissent. En fait, il est possible que M. Trump ait tout simplement supprimé le décret d'Obama. L'American Bar Association indique que les présidents peuvent modifier ou annuler les décrets. Mais rien ne prouve que M. Trump ait pris des mesures en ce sens pour le décret d'Obama. De nombreux partisans de M. Trump invoquent le Presidential Record Act pour affirmer que M. Trump aurait pu simplement désigner les informations classifiées qu'il a prises comme documents personnels pendant qu'il était président. Mais cela pose plusieurs problèmes. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour parmi nous. Selon les avocats de M. Trump, ce dernier aurait pris une décision de désignation implicite en transportant simplement les dossiers à son domicile alors qu'il était encore président. Les dossiers en question sont donc présumés personnels. Ils ont cité l'affaire Judicial Watch v. NARA pour prouver que M. Trump n'avait pas besoin de fournir des preuves documentaires de ses décisions de désignation. Dans cette affaire, le groupe conservateur Judicial Watch poursuivait la NARA pour obtenir les enregistrements audio d'un entretien entre un historien et l'ancien président Bill Clinton. Le groupe voulait que les bandes audio, qui étaient stockées dans le tiroir à chaussettes de Clinton, soient déclarées archives présidentielles, mais le tribunal a statué contre lui. Le juge a fait valoir que le NARA ne pouvait pas reclasser les enregistrements. Cette responsabilité incombait uniquement au président. Ironie du sort, un avocat de Judicial Watch cite aujourd'hui cette décision pour affirmer que le FBI n'aurait jamais dû prendre de force les enregistrements de M. Trump. Il affirme que le gouvernement devrait perdre l'affaire opposant le gouvernement américain à M. Trump. Si ce n'est pas le cas, il veut les enregistrements de Clinton. Mais plusieurs problèmes se posent. Tout d'abord, la loi sur les archives présidentielles, la PRA, ne donne pas au président les coudées franches pour désigner ce qui est considéré comme une propriété personnelle.
Il lui donne seulement le pouvoir de le faire dans le cadre des paramètres définis par le Congrès. Et ces paramètres sont assez nombreux. L'APRA concerne les documents que le président lui-même génère ou fait générer personnellement au cours de son mandat présidentiel. Selon la définition de l'APRA, les documents présidentiels sont des documents créés par le président ou son équipe immédiate. Si vous pensez que les documents créés par la CIA et le ministère de la Défense comptent, détrompez-vous, l'APRA exclut explicitement les documents créés par ces agences. Quant aux documents personnels, ils sont de nature purement privée ou non publique. Il s'agit par exemple de journaux intimes, de journaux ou d'autres notes personnelles, qui ne sont pas préparées ou utilisées pour ou diffusées ou communiquées dans le cadre de la conduite des affaires du gouvernement. L'acte d'accusation contre Trump ne mentionne pas l'APRA, une loi civile, parce qu'il sait que Trump possède des documents créés par des agences, qui ne seraient même pas considérés comme des documents présidentiels. Voici ce qui pourrait mettre Trump en difficulté. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo explicative de l'acte d'accusation, M. Trump a stocké des documents classifiés liés à 7 agences fédérales, dont la CIA et le ministère de la Défense. C'est ce qui différencie les documents de Trump de l'affaire du tiroir à chaussettes de Bill Clinton. Selon l'acte d'accusation, M. Trump doit répondre de 37 chefs d'accusation, dont 31 pour rétention délibérée d'informations relatives à la défense nationale. Cela représente une accusation par document. Cela élimine toute défense potentielle de PRA. L'un des chefs d'accusation est particulièrement dangereux pour M. Trump. Elle l'accuse de détenir des informations concernant les armes nucléaires américaines. Le document est intitulé « Formerly Restricted Data », mais gardez à l'esprit que cela ne veut pas dire « non classifié ». Selon le département américain de l'énergie, cela signifie simplement que les informations ont été retirées de la catégorie des données restreintes et peuvent être traitées comme des informations classifiées normales. La classification des documents nucléaires relève de la loi sur l'énergie atomique et n'est pas concernée par le décret d'Obama. Ces secrets ne peuvent pas être automatiquement déclassifiés par le président seul et nécessitent, en vertu de la loi, une consultation approfondie avec les agences de la branche exécutive. En théorie, M. Trump aurait encore pu forcer la déclassification des documents en ordonnant aux secrétaires concernés de déclassifier les documents et en les licenciant s'ils ne s'exécutent pas. Mais il est impossible d'éviter certaines procédures. Quoi qu'il en soit, Trump ne peut pas déclassifier des informations nucléaires sensibles à sa guise. Certains d'entre vous insisteront peut-être encore sur le fait que Trump a tout à fait le droit de déclassifier même les documents nucléaires et de les ramener à la maison. Même si cela était légal, il convient de se demander si les pères fondateurs qui ont écrit la Constitution auraient été d'accord avec cela. Est-il vraiment acceptable qu'un président ramène chez lui des informations sensibles susceptibles d'affecter la sécurité nationale, juste après avoir perdu une élection? Les conservateurs qui soutiennent Trump seraient-ils d'accord pour qu'un démocrate fasse la même chose que lui? En même temps, pour de nombreux Américains, toute cette affaire ressemble plus à de la politique partisane qu'à une véritable quête de justice. Un moyen d'empêcher un candidat populaire de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle. Dans ce cas, il s'agirait d'une ingérence électorale et donc d'une menace sérieuse pour notre système électoral. Nous verrons si les tribunaux créeront un précédent qui remettra les pendules à l'heure quant à la manière dont les présidents peuvent déclassifier des informations. Qu'en pensez-vous? Trump avait-il le droit de déclassifier les documents classifiés? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Si vous souhaitez nous aider à diffuser des informations non partisanes, il vous suffit $1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée. Quel plaisir de se laisser porter par le train et d'admirer les beaux paysages de la vallée de Lauterbrunnen, l'une des plus profondes vallées de la chaîne des Alpes et des plus importantes réserves naturelles de Suisse. La vallée de Lauterbrunnen doit son nom aux 72 cascades rugissantes qui s'écoulent le long des parois rocheuses, Brunnen signifiant fontaine et Lauter signifiant bruyante. Et la plus célèbre des cascades de la vallée est la chute du Staubach, qui de ses 297 mètres de hauteur peut se vanter d'être l'une des cascades les plus élevées d'Europe, ainsi que la plus haute chute libre de Suisse. Staubach signifie littéralement ruisseau de poussière.
En effet, lorsqu'elle tombe, l'eau de la chute du Staubach forme un brouillard de fines gouttelettes. En 1779, le célèbre prince des poètes Johann Wolfgang von Goethe, alors âgé de 30 ans, séjourne dans l'Oberland bernois. La somptueuse chute du Staubach lui aurait inspiré son poème « Chant des esprits au-dessus des eaux ». L'âme de l'homme ressemble à l'eau. Venue du ciel, elle monte au ciel et à nouveau descend sur terre. Éternelle alternance. Comparant l'âme humaine à l'élément eau, Goethe établit une comparaison entre les éléments naturels et l'existence humaine, afin de rappeler le caractère éphémère de la vie terrestre. Tout comme l'eau, qui dans une montée et une descente perpétuelle oscille entre le ciel et la terre, l'âme humaine oscille entre le mondain et l'éternel, entre le matériel et l'invisible. Aux yeux de Goethe, l'homme appartient à la fois au royaume céleste et au royaume terrestre. Le vent est pour la vague un tendre amant. Il remue profondément les masses écumantes. Âme de l'homme, comme tu ressembles à l'eau, destinée de l'homme, comme tu ressembles au vent. Le vent symbolise dans ce poème le destin de l'homme. La vie humaine est déterminée par des facteurs extérieurs. Toute tentative de l'homme pour prendre en main son destin ne peut qu'échouer. La muse de Goethe, la chute du Staubach, se situe à seulement moins d'1 kilomètre du village de Lauterbrunnen. Les yeux levés vers le ciel, les visiteurs de la vallée ne peuvent que se laisser aller aux mêmes rêveries que le jeune Goethe, autrefois de passage. Que la vie est éphémère et imprévisible. D'où venons-nous et où retournerons-nous ? La deuxième économie mondiale s'essouffle. Alors que sa reprise est menacée, l'Occident sera-t-il touché par les retombées de cette crise ? Des dirigeants d'Amérique latine et de l'Union européenne se sont récemment rencontrés à Bruxelles. À l'approche du triste anniversaire de la persécution du Falun Gong en Chine, des pratiquants de Paris nous expliquent ce qu'ils ont vécu. Que pensez-vous de tous ces événements? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Nous sommes à un peu plus de la moitié de l'année 2023 et la reprise économique de la Chine s'essouffle. Les dernières données du Bureau national des statistiques ne présagent rien de bon. Le PIB du pays n'a augmenté que de 0,8% d'avril à juin. Ce chiffre est à comparer aux 2% enregistrés au cours du premier trimestre. La manière dont la Chine gère ce ralentissement préoccupe les investisseurs et les décideurs politiques du monde entier. Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain, a déclaré que la Chine est un importateur très important dans le monde et que, par conséquent, un ralentissement de la croissance chinoise se répercutera sur la croissance d'autres pays. L'économie chinoise est confrontée à un certain nombre de défis. Les consommateurs sont moins enclins à dépenser de l'argent. Les ventes au détail ont baissé en juin. Par ailleurs, les entreprises privées sont importantes pour l'économie chinoise, mais elles hésitent à faire de nouveaux investissements. Les entreprises privées hésitent également à embaucher, alors qu'elles constituent la principale source d'emploi du pays. En Chine, le chômage des jeunes atteint un nouveau record. Pour les 16-24 ans, le taux de chômage dépasse les 20%. Et ce taux pourrait encore grimper à mesure que les étudiants obtiendront leur diplôme et entreront sur le marché du travail. Pour couronner le tout, le marché immobilier chinois s'enlise dans ses propres problèmes. Les investissements dans ce secteur ont chuté de près de 8% au cours du premier semestre 2023. La demande est également faible et les ventes sont en baisse. Pour relancer l'économie, la Banque centrale chinoise a abaissé certains taux d'intérêt directeurs, mais des analystes estiment que ces mesures ne sont pas suffisantes. Un sommet de 2 jours à Bruxelles a rassemblé des dirigeants de l'Union européenne et de l'Amérique latine. L'Amérique latine, les Caraïbes et l'Europe ont plus que jamais besoin l'une de l'autre. La pandémie de Covid-19 et le départ du Brésil de l'Organisation régionale des États d'Amérique latine et des Caraïbes ont rendu les relations plus rares. Malgré le succès de la réunion, les nations ont beaucoup de choses à exprimer. L'incertitude et la division règnent autour de questions telles que la guerre de la Russie en Ukraine, le commerce et la déforestation. Tout cela se déroule dans un contexte où la Chine s'affirme de plus en plus à l'étranger.
La Chine n'a cessé de faire pression pour accroître les échanges commerciaux en Amérique latine et y étendre son influence. L'Union européenne a mis l'accent sur ce point. Lors de ses entretiens avec le président brésilien, Ursula von der Leyen a insisté sur l'importance de réduire les risques de leurs économies. Cette expression est devenue le langage codé de l'UE pour parler de se distancer de Pékin tout en essayant d'éviter d'irriter les autorités chinoises. Parallèlement, les échanges commerciaux entre l'UE et l'Amérique latine sont en plein essor. Les dernières données montrent une augmentation de près de 40% au cours des 10 dernières années, pour un total de 414 milliards de dollars. Les investissements augmentent également, l'UE ayant injecté 45% d'argent en plus dans le bloc au cours de la même période, un montant de 777 milliards de dollars. Cela fixe potentiellement un cadre solide, mais les dirigeants sont confrontés à un autre obstacle. L'Union européenne a déjà conclu des accords commerciaux avec plus d'une vingtaine de pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Mais elle a également signé un accord commercial avec le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Cet accord est resté dans les limbes pendant 5 ans sans être ratifié. Le 20 juillet de cette année marquera le 24e anniversaire de la persécution du Falun Gong en Chine. Des pratiquants de Paris qui ont survécu à la persécution ont accepté de parler devant nos caméras. Depuis que Jiang Zemin, un ancien leader de la Chine communiste, a donné l'ordre de persécuter le Falun Gong en 1999, de nombreux pratiquants ont été envoyés dans des camps de travaux forcés ou des prisons. Leurs familles ont été séparées de force. Face à la gigantesque pression du PCC, comment ont-ils traversé cela? Qu'ont-ils vécu? Voici quelques témoignages de pratiquants de Falun Gong vivant en France.逼迫我家里的人就强行的把我送到精神病院了嘛，就是逼迫我就是吃那个破坏神经的药物嘛，就是那个护士嘛，就给我吃药的时候，他都看着药，他把你的嘴看你有没有吃进去，你要不吃进去呢，他就把你绑起来就是给你打针嘛。En prison, les pratiquants de Falun Gong sont torturés physiquement et mentalement. Certains d'entre eux peuvent même être enregistrés comme donneurs vivants pour des prélèvements d'organes. 一开始呢，就是给我量了血压呀，给我那个听了心脏啊，再就那个警察就带我去那边就录了这个指纹，最后啊就到了这个一个房间门口就放一个镯子嘛，一个护士就拿着最大的一个针，这么大最大的一个大针管，就是在我这个大血管这个地方，就抽了这么一大针管的血。不满1年的时候，丈夫就是去世了。 因为当时我被抓了以后，这不到1年期间吧，他这个惊吓呀、悲伤啊，精神上承受很大的压力。因为他当时他的工作是在市政府这个办公室的主任，就是说方方面面的吧，压力太大了。所以说我出来以后不到1年，他就患肝癌去世了。当时女儿呢，她。 因为上大学嘛，去外地上大学也就是离开了我当时就是面对这个自己面对那空荡荡的屋子里这个面对这个生离死别的这个痛苦吧，还有就是没有分毫的这个收入确实是没有师傅的法，没有师傅的呵护。 Pendant ces jours sombres, leur croyance en vérité, compassion, tolérance était leur seul espoir et leur seul moyen de se défendre. 对我们修炼人呢，真正的能干什么，就是在那儿背法。你就是要把那个思想非常清净、非常干净的时候，有这些他的其他东西才影响不到你，我们才能自己做出非常清醒理智的判断。 被迫害期间，就是靠师傅的法。我那1年来的就是背了1本那个《红岩2》，那时候脑子里头啥都没有，就是法，
就是师傅的法走到今天。24年就过去了嘛，其实听听呢，好像只是一个数字。其实，在这24年里面，多少人呀被活活打死呀，活在器官呢，还有就是被迫害的家破人亡的、妻离子散的。真心希望那些个公检施法的那些警察们呀，不要与中共那个邪恶为伍呢，不要再替他卖命啊。C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt. Zhang Yao était un fonctionnaire important sous les règnes de Xianfeng et de Guangxu de la dynastie Qing. Il suivit le général Zuo Zongtang pour réprimer l'invasion de Yakubek et résister à la révolte des Nian, ainsi qu'à celle de l'armée Taiping. En raison de ses immenses mérites, il fut promu régulièrement dans l'armée jusqu'à sa nomination comme gouverneur de Shandong, un poste civil de haut rang. Quand il était jeune, sa famille était très pauvre. Lorsqu'il voyait de l'injustice, il intervenait toujours. À cette époque, il y avait beaucoup de voleurs dans la province du Henan. Les gens se regroupaient pour se défendre. Zhang Yao, étant courageux et loyal, avait été choisi comme chef du groupe. Les villageois l'appelaient Grand Frère Zhang. Grand Frère Zhang devint rapidement célèbre dans la région du Kaifeng, chef-lieu de la province du Henan. Lorsque l'armée des Nian encercla la cité du district de Gushi, le chef du district, en voyant que la cité était sur le point d'être prise, annonça dans la cité « Si quelqu'un arrive à sauver cette cité, je lui donnerai ma fille en mariage. » Ce chef était un intellectuel, il avait une fille belle et talentueuse. Cependant, à cause de la redoutable réputation des Nian, personne n'osait répondre à l'appel. Les gens alors lui recommandèrent Grand Frère Zhang. Zhang Yao se leva en riant et est allé à la rencontre du chef du district. Par la suite, Zhang Yao sélectionna 300 hommes braves. Ils se mirent en embuscade à l'extérieur de la cité. Ils purent ainsi gagner par surprise. Le chef, comme promis, lui donna sa fille en mariage. Madame Zhang avait non seulement un vaste savoir qui embrassait le passé comme le présent, mais était aussi très compétente pour les affaires de l'administration. Comme Zhang Yao lui était un illettré, sa femme l'aida beaucoup à lire et à traiter les documents officiels. Les gens, étonnés de la compétence de Madame Zhang égalant celle d'un fonctionnaire expérimenté, lui vouèrent une grande admiration. Mais Zhang Yao, étant illettré, s'attira souvent des critiques. Il fut destitué par Liu Yunnan, inspecteur du censorat de la cour, en raison de son illettrisme et de son incapacité à bien gérer les affaires civiles de toute la province. Alors, la cour impériale le fit passer d'un poste civil à un poste militaire. Il devint commandant général. Zhang Yao se sentit humilié par cela. Il se décida alors à bien étudier pour changer le regard des autres sur lui. Il demanda à son épouse de devenir son maître. Madame Zhang l'accepta comme son disciple, lui donna une instruction et parfois des punitions. Avec diligence, Zhang Yao peu à peu maîtrisa beaucoup de connaissances et se familiarisa avec les classiques de la littérature et de l'histoire. Depuis qu'il avait eu ce poste militaire, Zhang Yao avait dans son cœur beaucoup d'indignation. Il prononça plusieurs fois des paroles qui désobéissaient à la cour en manifestant son arrogance. Zuo Zongtang demanda à la cour d'envoyer Zhang Yao à la tête d'une armée pour réprimer la rébellion du Shanxi et du Gansu, mais Zhang Yao refusa. Un jour, Madame Zhang lui dit d'un air sévère « Tu es si fier de tes mérites que tu as désobéi aux ordres de l'empereur à plusieurs reprises. Penses-tu que la cour n'osera pas te tuer ?» Zhang Yao se réveilla aussitôt. Il obéit au décret de l'empereur et suivit Zuo Zongtang dans son expédition au champ de bataille au nord-ouest de la Chine. L'armée mit fin à la rébellion des Hui. Il accompagna également Zuo Zongtang dans son expédition au Xinjiang pour réprimer l'invasion de Yakubek et forcer la Russie à rendre le territoire Ili. Après cela, Zuo Zongtang demanda à la cour de transformer le poste militaire de Zhang Yao en poste civil et il fut nommé gouverneur du Shandong. Zhang Yao raconta souvent aux gens qu'il avait pris sa femme pour maître. Les gens trouvent cela vraiment louable. Zhang Yao était quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance à la loyauté. Pendant ses 40 années de carrière de haut fonctionnaire, il n'a jamais accumulé de richesses pour sa famille. Tout ce qu'il gagnait de sa fonction
Il le dispersait dans les œuvres de bienfaisance. Il traita avec respect ceux qui étaient pourvus de vertu et de savoir. Cela fait que beaucoup de personnes talentueuses et prestigieuses se regroupèrent autour de lui. Il fut l'un des rares hauts fonctionnaires incorruptibles à la fin de la dynastie Qing. À la mort de Zhang Yao, les gens de toute la cité pleurèrent et suivirent le cortège de ses funérailles pour lui rendre un dernier hommage. Qu'est-il arrivé à ce monde dans lequel nous vivons? Pourquoi? Au cours des 4 années qu'il a passées sur cette terre, il n'a connu que la guerre. Où que j'aille, les choses que je vois, je veux juste m'en détourner. Les rêves que j'ai, les histoires que je pourrais raconter, seront-ils encore possibles? Cette année, plus que jamais, j'ai besoin d'un monde tout neuf, un monde propre. Où je pourrais m'améliorer et être inspiré. Ma scène peut être partout et n'importe où. Mais elle commence ici. Ganjing World, un monde plus lumineux.